Je m'appelle Sébastien Brousseau, et je travaille pour Amplitude Studio. On va faire la présentation en trois petites parties, donc je vais me présenter. Ensuite, je vais faire une petite introduction sur les métiers du développeur dans le jeu vidéo. Et ensuite, je vais vous donner un exemple de travaux, comment on peut travailler au quotidien sur un sujet particulier. Donc, j'ai repris une présentation qu'on avait faite donc, avec Adrien, Florian, sur comment on fait des réflexions IA dans Endless Space 2, donc un jeu d'amplitude. Donc, moi, je m'appelle Sébastien Brousseau. J'ai fait EPITA et j'ai fini en 2004, donc ça fait un petit moment. Avant ça, j'avais fait un bac S et j'ai fait une spécialisation SCIA. À la suite de ça, donc, je voulais faire du jeu vidéo, donc je suis parti dans la banque pendant à peu près 4 ans, parce qu'il fallait, c'était assez ludique. Ça permis de jouer en bourse principalement et donc de gagner de l'argent et avoir un salaire. À la suite de ça, j'ai eu l'opportunité d'aider à la création du studio Dontnod, donc, dont on a parlé tout à l'heure, sur lequel j'ai travaillé sur Remember Me pendant un peu plus de 3 ans. Puis à la suite, j'ai travaillé dans divers autres plus petits studios jusqu'à Amplitude, où là je travaille en tant que développeur IA. Et ça doit faire un peu plus de 3 ans que je suis là, à mon avis. Voilà. Mais développeur de jeux vidéo, ça veut dire un peu tout et un peu rien. En fait, c'est vraiment pas mal de jobs différents et qui vont pouvoir travailler avec différentes personnes. Là, vous avez eu déjà 2-3 aperçus. Par exemple, on a les développeurs son, et on va pouvoir avoir sur différents scopes. Le premier développeur qu'on connaît, c'est le programmeur moteur. Donc, il travaille la plupart du temps soit sur des gros moteurs comme Unreal ou Unity. Le but, c'est de fournir les briques de base qu'il va avoir dans le jeu vidéo. Et dans un studio qui est un peu plus petit, ça va être de rajouter des fonctionnalités. Ce qu'on a pu voir tout à l'heure, par exemple, dans la présentation sur Dontnod, c'est, par exemple, le travail que j'avais fait, c'est que on avait un moteur qui est censé savoir tout faire, mais dès qu'on veut avoir des fonctionnalités en plus, il va falloir rajouter certaines briques. Là, c'était faire justement cette brique qui permettait de faire le lien entre le son et le moteur de jeu. Et ça peut être la même chose au niveau graphique, ou pour pouvoir faire un système de loading de data, faire un peu tout ce qui va être le corps. Euh, le but, c'est s'assurer que tout ce qui est bas niveau va marcher, c'est-à-dire que quand on va faire le jeu, il va pouvoir tourner sur console, il va pouvoir tourner sur PC, sur toutes les configurations de PC, faire attention en fait tout ce qui va être bas niveau, et faire tous les tools qui vont permettre de travailler au mieux. C'est un boulot où on est un peu loin du jeu. Donc quand on est programmeur moteur, on va pas forcément voir notre travail de façon visible, mais ça va être quelque chose qui va être réutilisé en permanence par tous les autres corps de métier. Le deuxième qui semble assez sexy, c'est gameplay programmeur. Ça va être vraiment faire rentrer toutes les règles du jeu. On a avant tout ce qu'on appelle les 3C, qui sont contrôle, caméra et caractère. Si on reprend Remember Me, ça va être comment on va réussir à partir de la manette mapper tous les inputs sur les déplacements du personnage. Le deuxième, donc caméra, c'est comment, selon toutes les règles de game design, avoir la caméra qui est la mieux placée pour faire ressentir tout ce qu'on veut. Et ça va être vraiment différent selon le jeu. Sur Remember Me, par exemple, il y a une caméra de combat qui doit toujours tourner pour essayer de se mettre vraiment toujours derrière le personnage pour voir vraiment au mieux l'action. Lors des phases, par exemple, d'escalade, d'un seul coup, on va devoir la mettre le plus loin possible pour pouvoir voir tous les environnements et pouvoir voir vraiment et montrer au joueur l'endroit où il doit bouger. Et sur des jeux comme Amplitude, le but, c'est d'avoir une caméra qui est assez haute pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Mais voilà. Et le dernier, c'est le caractère, c'est comment déplacer tous les personnages du jeu, comment réussir à avoir un déplacement qui est agréable et toutes les interactions qui vont avec.
Le deuxième boulot, c'est vraiment implémenter toutes les règles de gameplay. Donc là, on a un cahier des charges avec quand un personnage fait des dommages, il doit faire 10 points de dommage au premier coup, puis après scaler les dommages peu à peu et implémenter toutes ces règles-là. Et faire tout ce qui est scripting pour pouvoir aider après les game designers à rentrer toutes les règles qui sont dedans. Donc ça, c'est un travail au quotidien avec les game designers qui vont essayer de dire tout ce qu'ils veulent avoir dans le jeu. Et le développeur va devoir implémenter tout ça, le maintenir et faire en sorte que ça tienne toute la prod. Ensuite, en autre type de programmeur, il y a tout ce qui est en 3D. Donc là, ça va être tout ce qui est rendu, tout ce qui va permettre d'afficher à l'écran et de le faire dans un temps raisonnable. Donc c'est quelque chose qui va avoir pas mal d'optimisation. On est obligé, ça va être des développeurs qui ont besoin aussi de connaître pas mal de maths pour pouvoir faire tous les rendus, faire tout, comme on en parlait tout à l'heure, par exemple tout ce qui est travail d'occlusion, tout ce qui est ray tracing. Et donc c'est quelque chose qui est assez pointu mais très intéressant parce qu'on a un résultat visuel directement. Ça demande aussi une petite patte artistique parce que la plupart du temps, au niveau du développement, il va falloir voir si c'est beau ou pas, ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Par exemple, pour moi, c'est pas du tout à ma portée, j'ai quelques lacunes à ce niveau-là. Et ensuite, comme autre programmeur assez important, il y a tout ce qui est programmation network. On commence à avoir beaucoup de jeux qui sont en réseau et ça devient une spécialité à part entière. On est obligé d'avoir maintenant quasiment au début du développement, avoir des gens qui sont là pour penser à la partie réseau. On ne va pas faire un réseau pareil quand on fait un Quake que quand on va faire un jeu au tour par tour. En Quake, il va falloir faire de la prédiction par exemple de trajectoire de balles et ainsi de suite. Et ça, c'est fait au niveau réseau parce que ça va dépendre du lag et ça va dépendre de beaucoup de choses. Sur un jeu en tour par tour, ça va être quelque chose où on va devoir faire plus des notions de sauvegarde pour pouvoir reprendre la partie à n'importe quel moment et pouvoir envoyer des snapshots qui sont beaucoup plus complets et ainsi de suite. C'est assez intéressant et surtout sur des jeux maintenant, sur des Battle Royale où on peut avoir plus d'une centaine de personnes qui peuvent être en même temps sur un serveur pour faire tenir la charge et être sûr que le lag est bien réparti. Et ensuite, il y a une grande gamme de ce que j'appelle des spécialistes programmeurs. C'est des spécialisations sur des points assez particulières. La première, c'est tout ce qui est en intelligence artificielle. C'est soit prendre le contrôle d'un personnage, soit faire bouger tous les PNJ sur une map, donner une impression de vie, et ainsi de suite. C'est une spécialisation qui demande pas mal d'algorithmie et pas mal d'improvisation, on va dire, parce que c'est souvent sur des problèmes non existants. Ensuite, il y a les programmeurs physiques qui permettent d'avoir des simulations qui sont réalistes et qui demandent aussi pas mal de maths. C'est quelque chose qu'on avait fait pas mal à Dontnod au début de Remember Me, par exemple. On voulait avoir une simulation de fluide pour pouvoir faire du wakeboard et pour pouvoir se balader dans la ville, mais qui a été cuté avant la fin du projet. Mais il y avait eu 2 personnes qui ont bossé à plein temps pendant quasiment 3 ans dessus avant que ce soit cuté. On a gardé, je crois, pour certains visuels d'eau dans certaines séquences de gameplay, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on voulait. Le network, j'en ai parlé avant et que j'aurais dû virer de cette slide. On a donc aussi pas mal de gens qui font des tools pour des outils de production, pour aider les producteurs, pour aider à différents points. Et la dernière spécialisation, c'est les prog UI, qui sont des prog de rendu, mais très spécialisés pour tout ce qui sont les éléments d'interface. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui demande un peu plus d'envie de travailler dans l'artistique, parce que ça va être pas mal de placements, pas mal de rendus, pas mal d'UX, pour pouvoir réussir à ressentir que c'est bien, et beaucoup de minutie pour avoir un résultat qui est la plupart du temps assez pixel perfect. Donc voilà pour comment on travaille dedans. Moi, maintenant, l'exemple que je vais vous donner, c'est aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, là, je me suis spécialisé plus en intelligence artificielle. Enfin, j'ai la chance de pouvoir travailler dedans. Et donc, je fais ça chez Amplitude. Donc, Amplitude, qu'est-ce que c'est? Amplitude, c'est un studio parisien qu'on travaille chez Doménil et on appartient à Sega. Ça doit un peu plus vous parler. Sega, actuellement, on est
dans Sega Europe, et on est 4 gros studios. Donc Relic, Creative Assembly, Sport Interactive, et nous, un des derniers à être rentré. En studio, ce qu'on fait, c'est principalement des jeux de stratégie, ce qu'on appelle des 4X. Le studio a été créé en 2011 pour faire le jeu Endless Space, donc, qui est un jeu d'exploration spatiale où on va créer des grands empires et on va devoir les gérer contre les autres empires. Puis, alors, c'était quand Endless Legends? C'est vers 2014. Puis, qui est cette fois un jeu aussi de création d'empire, mais dans un univers qui va être fantasy. C'est grosso modo une civilisation, mais avec des races fantasy sur une planète. C'est Auriga, c'est ça? Il y a Jeff qui est ici, qui va vous en parler beaucoup mieux de moi vers 23 heures. Puis ensuite Dungeons and Endless, qui était donc un roguelite tower defense. Puis la suite d'Endless Space 2. Donc c'est de ça que je vais vous parler ensuite. Et là, on vient de présenter, c'était fin août, Humankind, qui est notre nouveau jeu, qui est un jeu historique, mais encore un jeu, donc un 4X, dans lequel c'est un jeu d'empire. Donc j'aurais pu passer par là pour vous les montrer plutôt que ce soit en petit. Donc je vais les refaire très rapidement. Donc Endless Space, Dungeons and Endless, Endless Legend. Donc le 2, Humankind. Voilà. Alors, alors, une petite introduction sur les 4X parce que les termes sont peut-être un petit peu barbares. 4X, c'est 4 choses. C'est l'exploration. C'est un jeu qu'on commence dans un univers qui est vierge, qu'on va devoir explorer pour trouver des ressources, trouver un endroit pour poser une ville, et après s'étendre. Donc, qui amène au deuxième X, qui est expand. Donc, on va devoir créer des villes, essayer de prendre de plus en plus de territoire pour essayer d'augmenter son économie et exploiter l'environnement. À partir de là, on va essayer de créer des mines, augmenter nos villes et ainsi de suite, et essayer d'aller le plus loin possible. Le problème, c'est que d'autres personnes vont le faire et on va commencer à manquer de territoire, ce qui va amener au dernier X, qui est l'extermination, qui est la bonne façon de tout prendre en restant la plupart du temps tout seul. Donc chez nous, nos 4X, c'est les 4 grands X qu'on a vus, mais on a deux piliers en plus qui sont l'asymétrie. Le but est quand on prend une civilisation de départ, elle va être vraiment différente des autres et va être jouée différemment. Et on a souvent des systèmes de quêtes qui permettent d'avoir une narration. C'est-à-dire que pendant tout le jeu, on va avoir des quêtes qui vont nous dire il s'est passé quelque chose, tu as plusieurs moyens de les résoudre, et tu vas avoir une histoire qui te permet de ne pas juste faire ton empire, mais avoir ton histoire d'empire qui est par rapport à ta race. Et on a aussi tout un système de diplomatie qui permet, si on n'a pas envie de forcément tuer tout le monde, essayer de dealer avec eux et essayer de rendre ça un peu moins violent. Ça peut être aussi par de l'extorsion, par exemple. Donc, vu que je vais vous parler dans l'espèce 2, on a voulu créer une nouvelle IA. Pour pouvoir faire cette IA bien, on a regardé qu'est-ce qui s'était passé sur Endless Legend et on a essayé de voir qu'est-ce qui s'est bien passé et moins bien passé. L'IA sur un jeu comme ça va être jouer l'empire adverse. Donc avec énormément de règles et beaucoup de choses. Le problème qu'on a eu avec cette IA, c'est qu'on avait fait des décisions qui étaient difficiles à contrôler, c'est-à-dire que l'IA marchait, mais on avait des fois du mal à comprendre pourquoi elle faisait les choses ou la forcer à faire quelque chose en particulier dans une situation. L'IA n'est pas une stratégie globale, elle faisait pas mal de décisions dans chacun des domaines, donc dans chacun des 4X, elle était assez bonne pour exterminer, elle était assez bonne pour exploiter, mais elle n'avait pas une stratégie globale sur tous les aspects. Et la diplomatie avait l'air d'être un peu irrationnelle, c'est-à-dire que de temps en temps, les joueurs ne comprenaient pas parce que l'IA, de temps en temps, t'aimait plus, et ainsi de suite. On avait du mal, nous, à comprendre ce qui se passait dedans. C'était grosso modo une boîte noire, et quand ça marchait bien. Quand ça marchait pas, pour savoir ce qui était dedans, il fallait lire des tonnes de logs et essayer de deviner ce qui se passait. Et au niveau technique, il y avait pas mal de code qui avait été dupliqué un peu partout, et dès qu'il y avait quelque chose qu'on devait changer, c'était compliqué de savoir où c'était. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait une feuille de route et on s'est dit comment on peut faire une IA qui va être facile à faire.
Donc ça, c'est vraiment au niveau développement. On a commencé à faire un recueil des besoins et on s'est dit, voilà les différents points qu'on va vouloir mettre et tous les checks qu'on va vouloir mettre un peu partout. Au niveau des designers, donc ceux qui veulent mettre les règles, on veut qu'ils puissent avoir un contrôle high level, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dire, je veux que mon IA numéro 1, ça soit une IA économique et qui va se baser sur ça. La deuxième va être plutôt militaire et la troisième va être plutôt scientifique. Et avoir une stratégie qui est globale pour ça. Au niveau, on veut aussi un level de contrôle bas. On veut que dans certaines micro-situations, par exemple, il y a un vaisseau qui attaque tout seul ici ou qui se balade un peu à côté contre une certaine faction, on veut pouvoir scripter et dire ça, dans ce cas-là, on veut ce comportement en particulier. Et voilà. Et on veut aussi, on avait un vrai problème, c'est des jeux de ressources, c'est-à-dire que dans nos jeux, on a 5 grosses ressources, plus pas mal de petites ressources stratégiques et luxe. Et on s'est rendu compte que dans le Legend, on avait du mal à les gérer alors que c'est le cœur du projet. Et on a voulu le mettre au cœur de notre nouvelle IA et pouvoir dire, ben, l'or ça se gère différemment que la science, par exemple. On avait aussi des gros besoins de debug, savoir à n'importe quel moment pourquoi l'IA a choisi de faire cette décision en particulière et de pouvoir retracer tout ce qui s'est passé simplement. On avait besoin de comprendre la même chose au niveau des allocations et on avait besoin que ce ne soit pas des logs à lire ou à devoir faire des dumps pour comprendre dans la mémoire ce qui s'est passé. Et au niveau programmeur, donc pour nous, il fallait qu'on puisse la faire peu à peu et qu'on ne soit pas obligé de tout avoir fini pour que ça marche, donc incrémental. On avait besoin donc de pouvoir utiliser n'importe quelle technique d'IA et pas forcément se limiter à une technique particulière. Et on avait besoin de pouvoir mettre les datas autre part, mais ça, c'est pas forcément très important. Alors pour faire ça, on a créé ce qu'on appelle Enfer, qui était notre IA. Alors c'est drôle pour nous, mais en fait c'est pour vu que c'est un jeu qui est en anglais, les gens n'ont pas forcément tout compris, mais c'est l'IA d'une des factions de notre jeu. Alors comment on a fait pour créer cette IA? On a créé un système qui est à l'image du cerveau. Donc on a le jeu qui est à l'extérieur de notre IA et on va essayer de faire comme ferait un cerveau humain. Pour faire cela, on a une première passe qui est de synchronisation de data. En IA, ça serait ce qu'on appelle les stimuli. On va faire une photo du jeu et on va essayer de la stocker. Et comme ça, on pourra être en dehors du jeu et comprendre ce qui se passe dedans. Si on prend comme stimuli les yeux, on fait une photo et on a juste un tas de pixels. Ce qui se passe dans les faits, c'est qu'ici, on va récupérer toutes les planètes, tous les vaisseaux, toutes les ressources et toutes les données du jeu, mais non retravaillées. Ensuite, on va faire une deuxième partie qui est l'analyse. On va essayer de travailler toutes ces données et pour chacune des données, essayer de leur donner du sens. Au niveau du cerveau, c'est ce qui se passe au début. On voit un tas de pixels et on arrive à reconnaître un visage, des bras, des jambes. Ben, on a détecté que dans cette zone de l'image, il y a une personne. Donc on va faire ça sur toutes les analyses et grâce à ça on va pouvoir voir ce vaisseau c'est un vaisseau ennemi, il y en a 5 donc c'est un danger. Et donc on a fait une phase d'analyse qui nous permet juste factuellement de comprendre le jeu. Ensuite, à partir de là, on a une phase qui s'appelle la génération de tâches où on va essayer de créer toutes les tâches qu'on a envie de faire dans cette situation. Donc on va regarder le jeu en entier, on va se dire ben, dans cette situation-là, il faudrait que je pousse un bâtiment de Gaulle parce que je manque d'argent à cet endroit-là. Ici, il faudrait que j'envoie de ces vaisseaux à gauche parce qu'on se rend compte qu'il y a des ennemis qui vont nous attaquer, ainsi de suite. Là, on va générer toutes les envies qu'on veut avoir. Donc on peut avoir envie de faire beaucoup de choses, construire plein de bâtiments, envoyer 17 attaques et faire tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et ça coûte à chaque fois des ressources. Si je veux construire un bâtiment, ça va me coûter de l'industrie. Si je veux attaquer quelqu'un, ça va me coûter des vaisseaux. Si je veux donner de l'argent à quelqu'un, ben, j'ai besoin d'argent même si j'ai envie de le faire. Et donc on a fait une nouvelle phase qui va permettre de nous dire, ben, à partir de là, dans toutes les tâches que j'ai faites, ben, je vais pouvoir en choisir que 3 parce que j'ai moyen de faire que 3 même si j'ai envie de faire tout ça. Et la dernière phase, c'est l'exécution, c'est les petits bras. On dit au jeu, ben, voici ce qu'on a choisi. Et à partir de là, on avait un processus simple qui nous permettait de dire, voici comment on fait une décision dans un jeu en développement. Allez, ça peut avancer quand même. Voilà. Alors, je vais venir ici. En fait, maintenant, on va essayer de regarder la partie
droite. Ça, c'est la partie où il va y avoir de l'intelligence. Ça, c'est principalement mécanique, de pouvoir faire de l'analyse et de l'exécution. C'est quelque chose qui est juste calculatoire et l'exécution, c'est juste technique, on va dire. Maintenant, tu envoies les données. Donc, on va se focaliser sur la génération et voir comment on a pu développer ça. Pour faire ça, je vais prendre un cas d'utilisation, un cas qui peut arriver dans le jeu. Donc ici, en Space 2, on a un système avec 4 planètes qui s'appelle Grus, et on a un vaisseau rouge qui arrive dessus. Moi, en tant que développeur, je dois gérer ce cas-là, et je dois faire en sorte que mon IA gère qu'un vaisseau va venir nous attaquer. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander à un designer IA qui me dit comment on joue au jeu, comment je fais pour réagir à ça. Donc, notre designer est là et qui nous dit « Ah, on se fait attaquer par des Cravers ». Donc les Cravers, c'est une race d'insectes à 4 bras de l'espace dont la principale occupation est de manger des planètes. Donc la plupart du temps, c'est pas très cool quand ils arrivent. Donc on voit avec le designer, il nous dit « Ah ben c'est pas cool, il faut que tu défendes le système ». Moi en tant que développeur, je te fais « Bon ok ». Si on veut défendre le système, je vais créer une tâche qui est défendre le système et je lui mets un sens qui est faut que je me défende sur les ennemis. Ensuite, j'ai dit ça me pose un problème parce que défendre un système, c'est quand même assez abstrait. Tu me dis de défendre un système, je ne sais pas comment faire. Donc je lui dis comment je peux faire? Le designer me dit tout simplement il y a 2 choix. Soit tu crées des bunkers sur ta planète pour que quand ils arrivent, on arrive à les avoir, soit fais des vaisseaux et tu les interceptes. Donc dans notre système, ce qu'on a fait, c'est qu'on va essayer de voir ce concept abstrait qui est défendre un système, on va le spécialiser en 2. On va dire, soit je le défends avec des unités, soit je vais construire des vaisseaux. Et ça, créer des vaisseaux et build une défense, c'est des choses que je peux faire en jeu. Dans ma ville, je peux dire, je vais choisir un vaisseau, je vais le mettre, ou je vais prendre ma deuxième et je vais le mettre. Donc là, j'ai quelque chose que je peux renvoyer au jeu, et j'ai des raisons de le faire. Là, on arrive à un problème, c'est pourquoi je choisirais l'un ou l'autre? Moi, en tant que développeur, je n'ai pas ce qu'il me faut du design en plus. Donc, je demande à mon designer et il va me dire, c'est assez simple. C'est quand même des War Machine et ainsi de suite. Le mieux, c'est de créer des défenses. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, il va pouvoir nous dire, c'est mieux de faire des défenses. On va mettre un score entre 0 et 1 pour chacune des actions. Donc, créer des chips 0,4, ça peut être bien, mais c'est pas top. Et on va dire que faire des défenses, c'est ce qui est quand même assez fort. Jusqu'à là, c'est très bien. Après, ce qui arrive souvent en jeu vidéo, c'est que c'est rarement aussi simple que ça. C'est que ce système n'est pas terrible, donc ça serait bien de ne pas le défendre mieux que d'autres systèmes. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécialiser le goal qu'on a avant, et on va lui dire, tout compte fait, celui-là, il est à 0,5. On n'a pas forcément très envie de défendre ce système en particulier. Et donc, si on fait ça, les notes qui sont à droite, elles sont plus forcément très bien. Donc, notre système, hop, on transfère directement les notes. Et d'un seul coup, j'ai plus très envie de faire des vaisseaux, mais j'ai encore un peu envie de faire des défenses. Mais d'un seul coup, le designer nous dit, mais il faut faire attention parce que si en même temps j'ai envie de faire une contre-attaque juste après, c'est quand même pas mal d'avoir des vaisseaux, si je ne veux pas défendre ici. Mais dans ce cas-là, notre système permet de rajouter des nouveaux goals. Donc on peut rajouter, j'ai envie de les attaquer, donc je crée une nouvelle envie, j'ai envie d'attaquer des gens et je lui mets une note. Et donc, ce qui fait que mon envie d'attaquer et de créer des vaisseaux va être plus forte d'un seul coup, on additionne. Et ce qui peut se passer, c'est que en même temps, on peut dire ah ben mince, actuellement, créer des vaisseaux, ça coûte de l'argent, et actuellement, j'ai plus d'argent. Donc, tout compte fait, on n'en a plus très envie. Et donc, on arrive à un système où on peut, de façon unitaire, rajouter un certain nombre de raisonnements, de pouvoir les additionner, pouvoir leur mettre des valeurs différentes, et avoir à la fin un choix de, actuellement, tout compte fait, les défenses sont meilleurs choix que les chips, mais grâce à des raisonnements qui sont avec pas mal de petits sous-raisonnements. Donc ça, on a implémenté ça en jeu, et on s'est dit,
ben, comme ça, on va pouvoir le débugger facilement. Et donc, on a créé un petit tool web qui s'attache au jeu. Et voilà ce que ça fait aujourd'hui. Quand on lance en Space 2, on peut à n'importe quel moment se mettre dessus. Et on a directement toute la décision qu'on veut. Là, ici, on voit par exemple une décision économique où on dit, ben, ici, on veut construire un bâtiment ici parce que j'ai besoin de food et dû à mon système. Et on voit les différents, tous les graphes. Sur la version finale de la Space 2, ce graphe fait à peu près, à mon avis, 600 nœuds au minimum et peut monter jusqu'à quelques milliers. L'avantage de ça, c'est qu'on a pu itérer avant l'implémentation. Tout le graphe qu'on a vu là, on peut l'écrire sur papier et je peux le mettre sur un tableau blanc. Et on peut, avec le designer, le regarder et dire, ben voilà, je mets tout mon raisonnement. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'on arrive à gérer tous les cas? Et si ça marche, je peux faire l'implémentation. L'autre chose importante, c'est qu'on peut couper le graphe autant qu'on veut et ça nous permet d'avoir un raisonnement qui est de plus en plus fin. On a un débugger qui nous permet d'avoir toute la chaîne de décision et comprendre que, par exemple, s'il y a un poids qui devient rouge à un moment et qui est comme ça, ben c'est juste ce petit raisonnement à corriger. Et je ne suis pas obligé de comprendre tout le truc en entier. J'ai juste à suivre mes raisonnements et on a toute la granularité qu'on veut. Mais là, on n'a pas résolu tous nos problèmes. Aujourd'hui, on avait deux tâches, la 03 et la 04. Mais peut-être qu'on n'a pas les moyens de faire l'une comme l'autre. Pour ça, on a créé ce qu'on appelle l'allocation de tâches. L'allocation de tâches, c'est le deuxième système, c'est comment on fait pour choisir entre mes vaisseaux et ma défense. Pour faire ça, en fait, il va falloir regarder ce que coûte chacune des tâches. Donc pour ça, on a rajouté ce qu'on appelle des allocateurs qui vont pour chacune des tâches avoir une logique et dire ben, je vais gérer mon argent comme ça, ma science et ainsi de suite. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute les coûts. Donc ça coûte de l'industrie et ça coûte de l'adamantium. Donc le vaisseau, lui, donc, il va être construit là-dedans, mais a besoin de ressources très particulières qui permettent de tirer mieux, de faire plus mal et d'être plus résistant sûrement. Alors que la défense, elle, ne coûte pas grand-chose, même si elle est moins bien. Comment marche l'allocation? On va faire passer des allocateurs sur chacun donc des tâches et voir celles qu'on veut utiliser au mieux. Pour le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on va les trier par motivation. Donc les motivations, c'est ce qu'on a vu, le 06 et 03. Et on va essayer de les voir par cost et essayer de voir comment ça marche. Pour faire ça, c'est assez simple. On va faire tourner un petit exemple. Donc, au début, je vais essayer de voir comment je peux le faire en industrie. Donc pour ça, je crée mon allocateur. Aujourd'hui, j'ai 100 industries. Ben, je vais donner ce que je veux directement à la tâche qui est la plus haute et celle qu'on a le plus envie de faire. Donc je dis, je donne ça, c'est bien. Je la mets en vert parce que j'ai gagné. Et la deuxième, j'ai plus d'argent, je le fais. Je ne peux pas la faire. Donc aujourd'hui, c'est assez bien. On se dit, ben, on va sûrement faire des vaisseaux. Ensuite, je passe à l'adamantium. Aujourd'hui, l'adamantium, malheureusement, je n'en ai pas, donc je ne peux pas le faire. Et on arrive dans un cas où on fait, ben, au final, j'ai les moyens de rien faire du tout. Donc au final, on ne fait rien. Alors quand on a vu ça, on s'est dit que c'était quand même problématique, parce qu'à partir du moment où on réfléchit un peu, on se dit, j'aurais quand même pu faire des défenses. Donc on a fait un mécanisme de réallocation, ce qu'on appelle aussi chez nous le rang l'argent. Et donc pour faire ça, tout simplement, les tasks qui ont failli, elles reprennent l'argent et essayent de voir si on peut le mettre autre part. Tac. Et à partir de là, on est content. On sait qu'on peut la seule chose qu'on pouvait faire, c'est construire des défenses dans ma ville. Et bien sûr, pour faire ça, ce qu'on a fait, comme d'habitude, c'est un débugger où quand on voit une ressource allocation, on peut voir directement tout l'algorithme qui a permis de choisir est-ce qu'on avait le droit ou pas de donner l'argent à cette tâche. L'avantage de ça, c'est qu'on a réussi à sortir tout ce qui est notion monétaire de la motivation de faire les choses. On peut avoir très envie de faire quelque chose, mais pas avoir les moyens, et c'est pas grave d'exprimer ce raisonnement. Et grâce à ça, on a vraiment pu pouvoir exprimer tous les graphes de décision qu'on voulait, et les faire seulement si on avait besoin, et pouvoir comprendre pourquoi on les avait pas fait, juste parce qu'on n'avait pas les moyens.
Et ça a permis d'avoir des algos vraiment différents et de pouvoir avoir un allocateur qui dit, ben, on a par exemple pour l'argent de dire, ben, je vais pouvoir économiser, et il n'y a que l'allocateur d'argent qui dit, ben, je garde de l'argent pour la suite parce que je sais que je vais avoir besoin de faire quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent d'un coup. Alors que sur l'industrie, on sait qu'on la perd à la fin du tour, donc autant tout dépenser. Et avec ça, on a eu un système qui était beaucoup plus simple et qui a permis de faire beaucoup de raisonnement. Alors, il est quelle heure? Parce que je peux soit skipper la prochaine. Non, je peux continuer un peu. Alors là, on était content parce qu'on avait une boîte à outils qui nous permettait de faire tous les raisonnements du jeu. Et on s'est rendu compte que quand on l'a fait, il y a tout qui rentrait pas dedans. Alors c'était un peu embêtant, mais au final, c'est pas très grave. Les choses qui marchaient très bien, c'était tout ce qui était économie. On s'est rendu compte que c'était assez naturel de pouvoir reconstruire toutes nos villes, tous nos systèmes, gérer tous nos vaisseaux et dire j'ai besoin d'attaquer avec un vaisseau, j'ai besoin de faire un contrat tant que c'est avec de l'argent et construire des choses. Mais il y a des choses qui ne marchaient pas. On s'est dit c'est pas grave, on a d'autres endroits où on peut les mettre, on va les faire rentrer quand même. Au final, tout ce qui est diplomatie, on s'est rendu compte que c'était juste de l'analyse. Donc c'est la boîte qu'on avait vue dans le graphe avant, c'est juste comprendre comment ça marche et se dire j'aime ou j'aime pas les gens. Donc par exemple l'analyse, c'est on a créé une machine à état hiérarchique qui permettait de voir comment on aimait ou on n'aimait pas les gens. La topologie de guerre, au final, on l'a placée avant parce que c'est plus de l'analyse de ce qui se passe que de la prise de décision. Et choisir. Alors, Fleet et Ship Design, c'est que dans l'Space 2, quand on crée des vaisseaux, on peut les customiser, choisir la coque, le type de canon qu'on veut mettre, dans quelle position et tout ça. Et ça, au final, si on avait voulu le mettre dans le graphe de décision, on aurait fait une espèce d'usine à gaz, alors que si c'est juste une phase d'analyse qui permet d'optimiser et de faire un algo classique d'optimisation linéaire, on arrive à trouver facilement quel est le meilleur vaisseau à faire dans une situation. Et il y a d'autres choses qu'on n'a pas réussi à mettre en analysis, qu'on a mis au final dans l'exécution. Au final, dire que tu vas attaquer un système, il n'y a plus besoin de décision après, de savoir comment je vais faire. On utilise une autre technique d'IA directement. Ici, par exemple, c'était des behavior trees, qui sont une technique classique où on a un petit arbre de décision et qui est unitaire et qui marche comme ça. Voilà. Un exemple d'utilisation, par exemple, pour la machine à état diplomatique, on a une grosse machine à état. Par exemple, si on demande une alliance, ce qu'on peut faire, si la personne refuse l'alliance, on peut mal le prendre et dire « je prépare une guerre ». Et si ça réussit, on est en alliance. Et à partir de ça, donc ça, on fait ça en analysis. Et après, en décision, tout simplement, on fait ça. On lie à chacun des trucs directement une des bulles dans le graphe de décision. Et donc là, je dis, si je prépare une guerre, je vais augmenter mon nombre de vaisseaux, et à partir de là, comme on a vu tout à l'heure, on va dire, la tâche de création de vaisseaux va gagner directement en score. Et si on arrive sur le cas de, je veux faire une alliance, je vais envoyer une tâche qui dit, je vais faire un contrat, et ainsi de suite. Un des autres problèmes qu'on a eu, c'est comment on fait pour gérer les attaques comme je veux défendre un système et je veux avoir un vaisseau. Tout simplement, on a considéré que les vaisseaux étaient des ressources comme les autres. Même si ce n'est pas des ressources de jeu, chez nous, c'est une ressource. Et donc, ça permet d'utiliser notre système en l'adaptant. Un autre problème qu'on a eu, c'est... C'était quoi le problème ici? Aujourd'hui, je veux défendre mon système Pegasus. À partir de là, on peut diviser en fait la granularité autant qu'on veut. Au début, on voulait défendre l'Empire. Mais à partir du moment où on veut, notre empire a pas mal de constellations, on peut augmenter la granularité autant qu'on veut. Donc les goals ne font pas automatiquement des tâches, mais peuvent aussi générer des goals. Et à partir de là, on peut faire toute la granularité qu'on peut avoir. Là, on peut dire notre défendre empire va vers défendre constellation, et on peut avoir une constellation qui va aller vers défendre système, et après défendre ce qu'on veut au final. Donc, ici, on a un autre problème, c'est on veut défendre notre empire avec notre système Pegasus. On voit que ça prend une task force.
Au final, on veut pouvoir aussi avoir des raisonnements qui sont un peu plus compliqués et dire, ben, si on n'arrive pas à en faire un seul, si la mission n'arrive pas à en faire un seul, à ce moment-là, on peut générer une autre tâche qui dit je me sens assez faible et la tâche elle-même va pouvoir dire ben dans ce cas-là, j'ai besoin d'une escorte. Et vu qu'on les lie, on permet d'envoyer la motivation à la suite. Et si j'ai pas très envie d'attaquer, ben, j'ai pas très envie d'avoir une escorte. Et enfin, un autre problème qu'on a pu avoir, c'est par exemple dans Space 2, on a ce qu'on appelle les wonders. On a des choses qu'on va faire seulement une seule fois dans l'Empire. Parce que le gameplay nous permet de construire par exemple un obélisque, je ne sais plus comment il s'appelle l'obélisque, peut-être le nom. Ouais, c'est du temps et l'espace. Et donc un grand obélisque qui coûte énormément et on peut le construire que sur un seul des systèmes. Et chez nous, c'était assez embêtant parce qu'on pouvait pousser, on avait envie de le faire un peu partout. Et après, les deux systèmes vont essayer de le faire et ça ne marchait pas. Donc pour ça, on a créé une petite notion qui s'appelle les links et on peut mettre plusieurs tâches et au final, seule la tâche qui va être la plus motivée, qui est à l'allocation, va pouvoir le faire et on va automatiquement refuser l'autre. Voilà. Et le dernier vrai problème qu'on avait, c'est qu'on avait 8 factions qui se jouent différentes chacune des autres. Une des solutions aurait été de coder 8 IA différentes, mais ça aurait été, en niveau de temps de production, totalement irréalisable. Donc, en tant que développeur, tout simplement, donc c'est ce que je dis, elles sont totalement différentes, elles se jouent vraiment différemment. Par exemple, on a même une faction qui ne peut pas construire de système, qui sont des grandes arches qu'on peut déplacer, qui peuvent aller n'importe où, et donc qui n'a pas du tout les mêmes règles de colonisation. Et donc, on est obligé de recoder toute une partie juste pour ça. Donc, comment on peut faire? Eh bien, quand cette race-là est là, nous, en tant qu'IA, on va juste dire, eh ben, si je suis cette faction-là, je vais créer un arbre spécialement pour ça. Je garde tout le reste et juste la partie spécifique, je crée un nouvel arbre. Il y a aussi malheureusement des races qui ont des restrictions, qui ne peuvent pas faire certaines choses. Qu'est-ce qu'on avait? Il y a des races qui n'ont pas accès, par exemple, aux zones d'influence et donc ne vont pas pouvoir influencer les autres systèmes. Et donc, il va falloir faire attention qu'elles ne fassent pas des actions qui sont interdites. Dans ce cas-là, nous, tout simplement, on a des règles qui nous permettent de couper des branches de l'arbre. À partir de là, on peut en rajouter, on peut en enlever. Et on veut aussi qu'elles aient des personnalités et qu'elles ne jouent pas pareil. Et là, ça devenait un vrai problème. À partir de là, on a tout simplement modulé des branches entières. Si on a une faction qu'on veut agressive, on va rajouter 20% sur le nœud d'agressivité qui est en haut, et naturellement, toute la branche va, comme on a vu avec le coup de couleur, va rougir et va devenir de plus en plus envie d'attaquer. Et ainsi de suite, si on veut avoir une faction économiste, on va pouvoir choisir une partie de branche et commencer à moduler les branches qui nous intéressent pour pouvoir aller plus loin. Au final, quand le jeu est sorti, on avait un certain nombre de chiffres. On arrivait à 90 analysis, 45 goals, enfin je vous laisse lire. Ça, c'était à peu près, quand le jeu est sorti, vous pouvez à peu près doubler, voire tripler, maintenant qu'il y a tous les DLC qui sont sortis. Et pour faire ça, on a été au maximum 3 développeurs et 2 designers. Donc voilà. Pour faire un petit résumé de ce que ça nous a permis de faire, c'est de faire un vrai langage qui nous a permis de parler avec des non-informaticiens qui sont les designers et de pouvoir de voir avec eux, qui puissent nous dire voici ce qu'on veut comme IA, ils peuvent l'écrire et nous on a juste à coder ce qu'on appelle donc ces générateurs et ces allocateurs. L'avantage c'est que c'est resté simple jusqu'à la fin. Aujourd'hui on arrive encore à rajouter du contenu. On a sorti un DLC c'était début du mois. Ouais, c'était en septembre. Non, mais c'était le mois dernier, mais non, on est passé en octobre. On est toujours aussi modulaire, on peut toujours ajouter du contenu. Il n'y a aucun bug qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas réussi à résoudre de façon simple. Et on a surtout évité tous les problèmes d'émergence qu'on pouvait avoir. On a un moyen de le contrôler, on arrive à comprendre pourquoi ça marche. Et la grosse conclusion, c'est qu'il faut faire des tools. Si on n'a pas ça, on meurt en IA. Donc, merci d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Oui. Alors, non. Alors, il demandait s'il y avait une influence avec ce que j'avais fait quand j'étais à la banque. Alors non, moi, quand j'étais en banque, moi je travaillais donc sur les marchés financiers, mais sur des serveurs de passage d'ordre. Et donc je travaillais principalement sur de la technique et de l'optimisation pour essayer de réduire le temps d'envoi des ordres et la réception de données pour faire de l'arbitrage plus rapide. Et donc il n'y avait aucune décision, c'était juste on gratte des millisecondes. Par ici. Alors ça, on l'a géré, parce qu'on a pas mal de difficultés. En Amplitude, on a trois façons de le faire. La première, c'est tricher. C'est en dehors de toute réflexion, on donne des bonus à l'IA. C'est-à-dire, on lui dit, tu as 2 fois plus d'argent en permanence, ou ainsi de suite. Ou avoir un peu plus d'informations. Le deuxième, c'est on n'autorise pas les comportements avancés de l'IA, on coupe les branches avancées. Par exemple, on avait des raisonnements de si le joueur n'a pas de défense en endroit, ben c'est là où on va attaquer, et ainsi de suite. Ben on n'autorise pas ces actions dans les difficultés faciles jusqu'à médium. Et on rajoute en fait des actions de trahison et tout ça dans les difficultés supérieures. Et ensuite, on a principalement des heuristiques et des branches qu'on peut moduler. Donc, on peut rendre les IA plus agressives dans la difficulté plus haute, et ainsi de suite. Ce que je disais à la fin, c'est qu'on peut enlever des branches, en rajouter ou les moduler. Voilà. Oui. Mm. Voilà. Alors, on a pris le parti de ne pas faire une IA intelligente, ce qu'on appelle intelligence au sens IA. Le problème des IA intelligentes, c'est que les joueurs veulent avoir une impression d'intelligence en face, mais veulent l'abattre. Donc, on donne une impression d'intelligence avec cette IA-là, et on ne veut pas qu'elle soit trop forte, parce que ce n'est pas ce que le joueur recherche. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on n'a pas fait de tout ce qui est machine learning et ainsi de suite. Parce qu'avec ça, l'IA va apprendre, va devenir de plus en plus forte, et au bout d'un moment, elle va te stomper, et tu vas perdre à chacune des parties, et au final, bah, tu vas pas t'amuser. Parce que c'est pas ça que tu recherches au final. Tu vas avoir l'impression qu'elle était plus forte que toi, mais que tu as réussi à la battre. Alors non, nous, à ce niveau-là, c'est nous qui contrôlons un peu tout parce que on n'est pas en train de faire de l'optimisation. On n'est pas en train de faire un arbre d'exploration aujourd'hui. On fait un arbre de décision de comment on aimerait jouer. Donc là, on n'est pas en train d'optimiser pour jouer au mieux. On est en train de jouer par envie de jouer. C'est-à-dire, on va essayer de trouver de pourquoi j'ai envie de faire cette action, alors que par exemple aux échecs, tu vas attaquer parce que ça te donne un meilleur score. Les échecs, c'est vraiment une optimisation d'énergie où tu vas essayer de trouver le meilleur coup en suivant, en faisant un min-max qui est amélioré et qui va te dire ben, ça c'est un optimal. Nous aujourd'hui, on ne fait pas un optimal, on regarde tout ce qu'on a envie de faire et on va essayer de voir ce qu'on peut faire au mieux. Et donc c'est pas du tout la même approche et on n'est pas sur une optique d'optimisation. On est vraiment sur une optique de c'est comme ça qu'on joue bien au jeu et ça donne même quelque chose qui est agréable au joueur parce que le joueur quand il va voir ça il va dire ah oui c'est comme ça que se joue le jeu donc je vais jouer, il va essayer de faire un certain mimétisme. Oui, il y avait une question. Mm, mm. Voilà. Alors nous, on est parti sur une approche où on a les mêmes règles que le joueur, sauf à partir du moment où on augmente les difficultés. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est marqué en clair que bah, tu veux jouer avec des IA qui sont surboostés. Sinon, normalement, on a à peu près les mêmes informations, sauf sur les problèmes qui ont été trop compliqués pour nous à comprendre, où on a des fois un peu plus d'informations parce qu'on les a directement du jeu. Mais la plupart du temps, on essaie d'avoir une IA à faire pour que le joueur ne soit pas frustré d'avoir quelque chose où il se dit je me fais juste rebattre parce que l'IA triche et spawn des vaisseaux. Nous, si on veut construire un vaisseau, il faut le construire comme le joueur en ayant fait toute l'économie et en avançant de façon normale. On veut ça aussi parce que quand on joue en multi, on veut pouvoir qu'un joueur puisse être remplacé à n'importe quel moment par une IA. Et à partir de là, si le joueur revient, on ne veut pas que la partie soit partie n'importe comment parce que d'un seul coup, l'IA a injecté 30 000 ressources et ainsi de suite.
D'autres questions? Oui. L'ensemble des... Ben pour ça, on génère le graphe qu'on a vu, c'est-à-dire que... euh, alors ça, Alors ça, c'est oui, il y a une réunion où on va voir, on va demander sur une feature en particulier, c'est ce que c'était le petit échange que j'avais mis, c'est on va essayer de voir avec eux pour une feature, par exemple militaire, comment on fait pour attaquer un système, comment on fait pour le défendre, et ils vont nous dire, ben, voici les différentes façons de le faire, et ainsi de suite. Et pour chacun, on va créer un générateur, et automatiquement, ça va faire toute la chaîne de décision. Alors, on n'est jamais exhaustif. C'est pour ça que, comme je marquais, je crois, 2 slides avant, au moment de la sortie du jeu, on avait à peu près 300 raisonnements qui permettaient de générer ce graphe. Maintenant, on doit être quasiment à 600, je pense. Mais on en rajoute à chaque fois et on peut en rajouter juste pour ajouter de la finesse ou pour ajouter des petites fonctionnalités. D'un seul coup, on a trouvé une strat qui était un peu marrante, bon, on la rajoute dedans. Et si on a les ressources et si le contexte est bon, ben, elle pourra être sélectionnée. Ouais, c'est ce qu'on avait vu dans les slides au début. C'est par exemple, tu voulais construire ton vaisseau, tu voulais le construire aussi bien pour défendre et ainsi de suite. Et c'est vraiment basé là-dessus. On va essayer de ramener pas mal d'influence pour réussir à faire ça. En parlant de ça, chose que j'aurais pu marquer ici, on a rajouté un support de modding sur ES2 et donc vous pouvez modder l'IA et rajouter vous-même vos raisonnements pour pouvoir les tester. On a toute une doc où vous pouvez rajouter directement tous les générateurs, toutes les analyses que vous voulez pour pouvoir rajouter vous-même vos raisonnements et vous amuser un peu avec et donc avoir accès à tous les débuggers et ainsi de suite. D'autres questions? Non? Bon, ben merci à vous.